Bienvenue à tous et à toutes. Donc, on va parler aujourd'hui d'un sujet super important. Donc, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Vous avez, à un moment donné, chacun été confronté à cette problématique. Donc, c'est une conférence qui va durer à peu près 2 heures. On va parler donc de leadership. Et lors de cette conférence, c'est vraiment quelque chose d'interactif. N'hésitez pas si vous avez des questions à lever la main. C'est plus facile d'ouvrir le micro. Parfois, je ne contrôle pas la boîte de chat, donc c'est beaucoup plus facile. Alors, je me présente. Je suis Prévost Chou. Je suis médecin. Je travaille à Montréal, à l'hôpital Sainte-Justine. Je suis aussi enseignant à l'Université de Montréal et j'ai fait de la recherche au centre de recherche du CHU Sainte-Justine. Et dans mon parcours, j'ai fait mes études en France, les études de médecine, puis j'ai travaillé quelques années là-bas. Et pendant que je travaillais en France comme médecin, j'ai fait un PhD, ce qu'on appelle un PhD, c'est une thèse de sciences en épidémiologie. Et puis ensuite, après avoir terminé ma thèse, j'ai continué à travailler là-bas quelques temps. Puis j'ai été recruté à Montréal en 2011 en gastro-entérologie chez l'enfant. Et les premières années, j'ai un peu observé l'environnement et puis j'ai eu envie en 2018, en 2016, de me former dans tout ce qui est gestion. Et j'ai commencé donc une formation à HEC Montréal, donc ce qu'on appelle un MBA, Master Business Administration. Et cette formation a été très riche pour plusieurs aspects que nous, en tant que médecins, n'apprenons pas sur les bancs de la médecine. Donc, voilà un peu mon parcours. Je vais juste m'assurer que j'ai arrêté le sondage pour pas que ça apparaisse sur l'écran encore. Un sondage. Est-ce que j'ai arrêté? Non, pas encore. Donc, il y a une personne seulement qui n'a pas répondu et on va arrêter le sondage. Euh, Aujourd'hui, donc, je vous ai réunis pour parler de ces thèmes. Donc, c'est pas uniquement parler du leadership comme un concept à la mode ou réservé à une élite. C'est pas non plus pour vous expliquer comment devenir chef ou patron ou figure d'autorité. Aujourd'hui, on va parler du leadership comme une compétence humaine fondamentale, une compétence qui est utile dans votre famille, dans votre travail, dans le cadre d'une communauté. Vous faites parfois du bénévolat, dans le cadre associatif, même dans le cadre sportif. On va voir que le leadership est vraiment une compétence essentielle quand ça va bien, mais aussi et surtout dans les moments où les choses deviennent difficiles. Donc, le leadership, comme on va le voir dans sa forme la plus simple, c'est la capacité à orienter une énergie humaine vers quelque chose d'utile, sans contraindre, sans écraser, sans manipuler. Et la bonne nouvelle, c'est que le leadership, c'est pas un don mystérieux. C'est une compétence qui se comprend, qui se travaille, qui se développe. Et c'est ces chemins qu'on va parcourir ensemble aujourd'hui. On va passer sur le premier point, comprendre et initier. On va voir déjà les concepts de base, définition, mais aussi le point crucial que le leadership, c'est d'abord celui de soi-même. Vous devez être votre propre leader. Donc, comprendre ça déjà, c'est une étape essentielle. Donc, les chapitres 1 et 2 vont se positionner sur ces deux aspects. Le chapitre 3 va se positionner sur la posture. On verra un petit peu tout ce qui est posture du leader engagé. Ensuite, développer les compétences modernes, acquérir les aptitudes essentielles. Quelles sont les façons de faire que vous pouvez mettre en pratique? Et quand on parle de mettre en pratique, c'est aussi les cas cliniques qu'on verra, puisque ces 3 cas cliniques qui ont été sélectionnés vont vous permettre vraiment de passer de la théorie à la pratique. Donc, c'est quelque chose qui va être important. Donc, cette conférence est vraiment pratique, donc n'hésitez pas à chaque instant à interrompre pour interagir. Donc, ce chemin-là va vraiment être intéressant si tout le monde
joue le jeu, si tout le monde participe. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous poser une question simple. Levez la main si dans votre tête, vous vous êtes déjà dit, je ne suis pas un leader. Donc, vous avez la fonction main levée de Zoom ou vous pouvez écrire moi dans la boîte de chat. Vous avez les deux options. Donc, je vérifie que la boîte de chat fonctionne bien. Test un, 2, 3, oui. Donc, la question, c'est est-ce que vous vous êtes déjà dit dans votre tête, je ne suis pas un leader? Donc, levez la main, ceux qui se l'ont déjà dit. OK, parfait. Donc, je vois ici quelques participants qui ont levé la main. Et la deuxième chose à savoir aussi, c'est est-ce que vous avez déjà essayé dans votre vie d'essayer d'aider quelqu'un à faire des choix, un meilleur choix pour sa vie, à se calmer, à avancer, à comprendre? Donc là aussi, écrivez ou levez la main si vous avez déjà fait ça. Donc, effectivement, la plupart des personnes disent oui. Donc, c'est vraiment ça. Vous voyez, le leadership commence souvent là où on ne le nomme pas. Ce sont ce type de gestes-là qui sont des gestes de leadership, en fait. Donc, aujourd'hui, on va comprendre que le leadership n'est pas une question de titre ou de hiérarchie, mais c'est une compétence humaine essentielle. Et cette compétence-là vient pas dès la naissance, même s'il y a des personnes qui sont un peu douées. On le voit souvent déjà lorsqu'on était enfant, il y avait toujours quelqu'un qui voulait être chef de classe, qui voulait être celui qui dirige les groupes, qui voulait être capitaine. Donc, même s'il y a ces personnes qui ont ce type d'aptitude spontanée ou volontaire, il est important de bien savoir que c'est pas quelque chose d'inné. Donc, ça va se développer. Ce leadership, c'est pas l'autorité, c'est pas un grade, c'est une énergie. Donc, c'est la capacité à influencer positivement, à donner une direction, à mobiliser. Mobiliser, on parle de mobiliser les humains autour d'un objectif commun. Et c'est important de voir cela comme une direction où on va amener les gens à aller. On va parler tout à l'heure des verbes du leadership, les quatre verbes. Mais cette notion de volonté est cruciale parce qu'en tant que leader, vous avez la volonté de faire et vous entraînez les autres dans cette volonté de faire. Il n'y a pas de contrainte dans le leadership. Et c'est pour ça que dans cette volonté-là, on va avoir effectivement cette notion de sacerdoce un peu d'une certaine manière. C'est quelque chose qui est différent de la contrainte. Le leadership, c'est pas forcément le pouvoir. On peut avoir un titre sans leadership, mais on peut avoir un leadership immense sans aucun titre. Et on le verra dans l'un des cas cliniques de l'étudiant en médecine qu'on a prévu. Donc, les verbes de leadership, il y en a plusieurs et on va les voir l'un après l'autre. Il y a quatre verbes simples, essentiels. Il y a la notion de influencer, influencer. Il y a la notion de donner du sens. Donc, donner du sens. Il y a la notion de mobiliser. Et puis, il y a la notion de durée, résultat dans le temps. Donc, influencer, tout le monde a entendu parler des influenceurs. C'est ceux qui, sur les médias sociaux, essayent de mobiliser les gens autour d'eux. C'est des personnes qui vont avoir des followers, des abonnés, pour essayer de les entraîner à faire des choses. Mais en réalité, le concept d'influence est beaucoup plus ancien même que les réseaux sociaux qui ne datent pas de très longtemps. La notion d'influence, c'est cette notion de faire évoluer une décision ou un comportement sans contrainte, faire changer des habitudes, faire adopter de nouvelles habitudes ou abandonner des mauvaises, décider d'aller sur un chemin. Donc, l'influence passe par ça.
Mais pour influencer, on va voir que ça passe parfois par les mots, mais ça peut être aussi par les attitudes, la posture. On le verra plus loin, la posture. Donc, le premier verbe, influencer, c'est vraiment important. Le deuxième verbe, c'est donner du sens. Donner du sens, c'est expliquer le pourquoi, pas seulement le quoi. Et dans le sens, il y a la notion de la représentation, donc le sens de quelque chose. Mais il y a aussi la notion de sens, la direction. Et lorsqu'on représente quelque chose et qu'on montre la direction, on peut conduire les gens parce qu'ils savent vers où on va et pourquoi on veut aller là où on va. Donc, donner du sens, c'est vraiment un élément important. La troisième chose, c'est mobiliser parce qu'on peut très bien avoir des gens qui vous considèrent comme des modèles, qui ont l'impression que vous avez du sens dans ce que vous dites et qui voient la direction vers laquelle vous allez. Mais si on n'arrive pas à les mobiliser, on n'a pas fait la moitié du chemin. Et se mobiliser est vraiment l'un des éléments cruciaux. C'est donner l'envie de contribuer parce que le leader, c'est aussi celui qui va aller chercher au fond de chacun des personnes du groupe cette envie de faire et ramener l'envie dans l'action. Et le mobiliser, c'est vraiment créer l'action au-delà de juste le concept de voir, être inspiré. Cette personne m'inspire vraiment, c'est mon modèle. Mais si, malgré cette inspiration, je n'arrive pas à donner à cette personne la concrétisation, ça veut dire que je n'ai fait que la moitié du chemin. Donc, le leader, c'est aussi celui qui mobilise, qui donne envie aux gens de mettre la main à la pâte, de se bouger, de se mobiliser. Et le dernier verbe, c'est l'un des plus importants aussi parce qu'on peut tout faire. Il y a un mot qu'on utilise souvent dans le dialecte camerounais de la rue, c'est le joindement. Donc, Stéphane va sûrement comprendre ce concept. On peut tout faire, on peut s'agiter dans tous les sens, mais si on ne fait pas ceci dans la durée, on n'aura pas vraiment fait preuve de leadership. Donc, le leadership, c'est aussi ce qui va s'inscrire dans la durée. Euh, c'est les résultats qui tiennent dans le temps. C'est pas juste un coup d'éclat, on a fait une grosse action, c'est vraiment quelque chose qui dure dans le temps et ça, c'est crucial. Alors, un test simple pour le leadership, c'est ce qu'on appelle le test de la pièce. Prenez l'exemple d'un enseignant. Et ça, j'ai fait l'observation, le constat dernièrement lorsque j'étais dans un collège, on m'a invité à donner une conférence. Alors, un enseignant est avec des élèves dans la classe. Lorsque l'enseignant quitte la classe, si les élèves continuent à faire leurs tâches assignées avec calme, avec respect, on est devant un enseignant qui est aussi un leader. Mais si, dès que l'enseignant quitte la pièce, ça devient le brouhaha, les gens crient à gauche, à droite, se balancent des boules de papier, on est dans un contrôle. Tout s'arrête. Il n'y a plus cette énergie constructive. Donc, c'est vraiment ça la notion, la nuance entre le leader et celui qui est dans l'autorité, qui est dans le contrôle. Donc, si tout s'arrête, vous êtes plutôt dans le contrôle. Et le leadership, c'est aussi important de le voir comme un spectre dans lequel il va pouvoir s'exercer. La vie n'est pas un environnement plat. La vie, c'est des hauts et des bas, des moments où ça va bien, des moments où ça va moins bien. Et le leadership va pouvoir s'exprimer dans trois moments cruciaux. Alors, quand les choses vont bien, tout va bien, tout le monde est content, le leader va élever les standards, refuser le confort pour essayer d'amener les gens un peu plus loin, un peu plus haut, mettre la barre plus haut et éviter la complaisance de se conforter dans les choses qui sont assez standards. Est-ce que le sondage s'affiche encore ou je l'ai déjà arrêté? Est-ce que il s'affiche encore chez vous? Juste une Non, petite. docteur. C'est terminé, hein? Parfait. Donc, ça veut dire que ça ne s'affiche qu'aux personnes qui viennent de se rejoindre. Parfait. Alors, donc, c'est ça. Donc, quand tout va bien, le leader ne doit pas se reposer sur ses lauriers. Il va continuer à élever le standard, vous tirer vers le haut, toujours plus loin. Quand ça va mal, le leader va rassurer.
rassurer sans mentir. Donc, c'est important parce que parfois, il y a des choses qui sont difficiles à dire. On va le voir dans le cas numéro 3. Et le leader, c'est aussi celui-là qui partage la réalité avec clarté, affirmer le cap avec confiance, dire qu'on peut y arriver, on peut, même si ça va très mal en ce moment. Et parfois, le leader est confronté à des situations de conflit, quand ça bloque, il y a des difficultés, les gens n'arrivent plus à se parler, et on fait appel au leader pour essayer de trancher avec justice, prendre des décisions difficiles, expliquer les choix avec équité. Donc, souvent dans la vie, on peut avoir un leader qui va naviguer entre ces différentes spectres de relations humaines et c'est pouvoir aussi s'adapter. Et on va donc comprendre que le leader n'est pas quelque chose de figé. Le leader, c'est aussi quelque chose qui est adaptatif. Le vrai leadership, c'est la capacité à adapter son style au contexte sans trahir ses valeurs. Et parlant de valeurs, on va faire un petit exercice. Écrivez chacun 2 ou 3 valeurs qui vous tiennent à cœur dans la boîte de chat. Juste un petit exercice comme ça. Donc, le leader va adapter son style au contexte. Il y a par exemple le leader dans le contexte du coach, donc qui fait grandir, le capitaine, donc il y a l'équipe qui mobilise, qui tient le cap, le serviteur, celui qui facilite la réussite, souvent le rôle de mentor par exemple, donc faciliter, donc montrer le chemin, accompagner, tenir la main. Et puis, il y a le stratège qui anticipe, priorise. Donc, dans le contexte de ces 4 archétypes, il est important toujours de garder l'importance de ne pas trahir ses valeurs. Et c'est crucial. Là, je vois ici dans le chat loyauté, fiabilité, la paix, l'amour, la loyauté, la collaboration, la famille, l'honnêteté, la persévérance, la transparence, responsabilité, bienveillance, l'écoute, l'empathie, collaboration, respect, discipline, paix, honnêteté, loyauté, intégrité, responsabilité, empathie, bienveillance, rigueur, empathie, loyauté, empathie, loyauté, intégrité, humilité, respect, honnêteté, excellence, persévérance, résilience. Donc, chacun a ses valeurs et parfois, on va voir des personnes qui ont des valeurs qui se ressemblent et souvent, ces personnes vont avoir tendance à se regrouper entre elles. Et identifier ces valeurs, c'est se connaître, c'est se comprendre. Et avant d'aller dans cette deuxième notion-là, on va donc pouvoir voir que ça passe par la connaissance de soi. Le leadership commence par soi-même et c'est un apprentissage. Donc, cet apprentissage, c'est l'observation de comment on est face aux situations, mais aussi la connaissance et la culture de ce que sont les choses, les nommer. Parce que vous avez réussi à nommer des valeurs comme l'humilité, le respect, l'honnêteté, mais c'est aussi par rapport à votre vécu et à votre culture que vous arrivez à nommer ces valeurs qui sont si importantes, si précieuses. Pour pouvoir développer son leadership personnel, il faut se diriger soi-même autour de ces 3 piliers. Qui suis-je? C'est le pilier identitaire. C'est un pilier fondamental, c'est même le plus gros au centre de l'individu. C'est le pilier qui vous permet de ne pas copier. C'est ça qui est un peu votre authenticité. Donc, qui suis-je? Qu'est-ce que je veux bâtir? Qu'est-ce que je veux construire? C'est quoi ma mission? Gros pilier essentiel. Et beaucoup de personnes n'ont pas toujours réussi à trouver leur mission. Parce que je le dis souvent, le métier, c'est ça qui nous permet de vivre, ça nourrit, ça paye les factures. Mais la mission, c'est ça qui vous permet d'exister. C'est ça qui vous drive au quotidien, qui vous aide à vous lever le matin. Et quand par chance, vous avez des personnes qui ont des métiers qui sont à peu près proches de leur mission, c'est bingo, c'est jackpot, parce que vous faites quelque chose qui est un ensemble, un tout. Et la plupart des personnes travaillant dans le milieu de la santé vont avoir des missions et leurs métiers qui se ressemblent.
L'intention est importante pour ne pas s'agiter, s'éparpiller. Donc, définir votre mission. Le troisième pilier crucial, le troisième pilier important, c'est l'intégrité. Ce que je refuse de trahir, ce sont un peu ces valeurs dont on parlait, pour ne pas manipuler, parce qu'il y a des valeurs essentielles. Donc, sans identité, on va se mettre à copier, sans intention, on va s'agiter, et sans intégrité, on va manipuler. Et c'est important de comprendre ces trois éléments, ces trois piliers. Et une chose par rapport aux valeurs aussi, c'est de comprendre que la valeur, c'est ce qui est chronique à l'opposé de l'émotion qui est aiguë. Je mets ça un peu en parallèle pour ceux qui sont dans la santé pour bien assimiler ces deux notions. L'émotion, c'est instable, c'est passager. Je suis en colère, je suis super content. Alors que la valeur, c'est quelque chose qui est permanent, c'est non négociable. Je ne tolère pas l'injustice, par exemple. Donc, autant un leader comme être humain doit, et c'est fondamental, reconnaître et accepter ses émotions, autant il ne doit pas leur laisser prendre le volant. En tant que leader, ces émotions ne doivent pas vous guider, même si en tant qu'humain, vous savez qu'elles sont présentes, vous les reconnaissez, vous ne niez pas leur existence, mais vous ne laissez pas ces émotions vous piloter. C'est important. Et là, on est vraiment dans le leadership personnel, puisque si vous comprenez vous, vous allez déjà être en mesure ensuite de leader les autres individus. Et il y a des forces qui vous tiraillent à gauche, à droite. Donc, il y a des forces qui sont importantes. Les vraies forces d'un leader, c'est souvent ces forces invisibles, comme rester calme sous pression. Ça, c'est une force essentielle. Les gens vous observent. Et vous, comme individu, connaissant votre propre modèle de leadership par rapport à vous, le fait de rester calme sous pression, c'est essentiel. Donne panique. En situation de réanimation, c'est une des choses qu'on apprend devant, par exemple, un arrêt cardiaque, comme soignant. On peut se mettre à paniquer et on fera du mauvais travail. Pour éviter cette panique, qu'est-ce qui se passe souvent? C'est que on pratique. Souvent, dans les hôpitaux, on va avoir des mises en situation, des scénarios. Si vous avez déjà traîné dans un hôpital, vous avez sûrement entendu dire pratique code bleu, pratique code rouge, pratique code. C'est des mises en situation parce que la pratique crée l'aisance. Si vous êtes confronté à des situations que vous avez déjà eu à vivre, vous aurez moins tendance à paniquer. Vous allez être calme. Donc, il y a un protocole à Sainte-Justine qu'on appelle le protocole d'hémorragie massive. Une femme vient d'accoucher, elle saigne abondamment. Elle peut saigner des quantités, des litres et des litres de sang. Et le protocole est bien clair. On doit faire des choses par étapes, par séquence. Et lorsqu'on met en place le protocole, sans panique, les choses vont bien. Si on se met à paniquer, telle personne va à gauche, l'autre à droite, ça devient le désordre et rien n'est fait. Donc, rester calme sous pression, c'est un élément important. Tenir ses engagements. Comme leader, vous êtes en mesure de tenir vos engagements. Et pour le faire, il faut pouvoir aussi, quand parfois vous ne savez pas, dire je ne sais pas. Ne pas dire que vous allez faire quelque chose et ensuite ne pas le faire, ça va créer un précédent qui n'est pas bon. Reconnaître ses erreurs, c'est un élément important et savoir demander de l'aide. Donc, toutes ces forces invisibles, ce sont des forces qui se travaillent, comme pour le cas de la panique, de rester calme. Savoir dire je ne sais pas, c'est aussi quelque chose, il faut arriver à le dire, formuler. Et savoir demander de l'aide aussi, qui parfois est difficile pour certaines personnes. Donc, ça se travaille et on arrive à le faire. Donc, pour faire ce travail sur soi, il faut être discipliné. Une des choses que l'armée est super intéressant, c'est la discipline. Et les personnes qui ont été dans certains collèges assez stricts, où la discipline était fondamentale, gardent ces traces pour la vie.
Pour ce qui concerne le leadership de soi, il y a trois disciplines essentielles. Il y a la discipline de l'attention, donc savoir ce qui compte vraiment, porter attention. Il y a la discipline de la parole, parler vrai, parler utile, et ça se pratique aussi. Et puis, il y a la discipline de l'action, donc agir, oser agir, même quand la météo est mauvaise, on se dit, ah, j'aime bien marcher, mais là, il fait froid, il faut se lever, y aller, il pleut, mais je me lève, j'y vais, c'est important et ça fait partie de quelque chose que j'ai ancré en moi. Et donc, c'est cette discipline-là qui permet que ça devienne un automatisme parfois. Et vous verrez des leaders qui agissent de façon naturelle, spontanée, mais c'est aussi parce que ils sont passés par toutes ces étapes-là de pratique et de mise en situation. Donc, ça, c'est un élément important avant de parler de leadership vis-à-vis des autres, de connaître son propre modèle de fonctionnement et d'y travailler, c'est crucial. Dans ce troisième chapitre, on va maintenant parler de leadership envers les autres, donc commençant par la posture du leader engagé. Puisque dans le leadership, il y a trois éléments qui sont importants. Il y a la connaissance, ce qu'on connaît, donc le savoir. Il y a l'action. L'action, c'est les gestes, ce qu'on fait, on agit. Et puis, il y a la posture. Est-ce qu'il vous était arrivé déjà dans une réunion où on essaie de réfléchir à des solutions, que vous levez la main, vous formulez une solution que vous pensiez être super, et puis les gens écoutent, et après la discussion continue. Levez la main ou dites en commentaire si ça vous est déjà arrivé. Et c'est ça, en fait, parfois des frustrations qui naissent lorsque on a la connaissance, mais on n'a pas la posture, et donc on n'a pas le leadership. Et le leadership se manifeste aussi par ça, la façon dont on laisse une trace sur le chemin. C'est aussi l'exemple que je prends souvent, celui du parfum. Les gens qui se parfument trop, d'une certaine manière, laissent toujours une trace sur leur chemin, que ce soit en agréable ou en désagréable. Et on voudrait quand même, d'une certaine manière, en matière de leadership, laisser une trace agréable sur notre chemin. C'est-à-dire lever la main, parler et que les gens écoutent et on discute notre opinion plutôt que de continuer la discussion ailleurs. Et c'est quelque chose qu'on va voir sur la posture, ce que vous dégagez dans ce chapitre. La posture, c'est le compte en banque. Pour ceux qui ont déjà, et je le pense tout le monde dans la salle, un compte en banque, vous savez qu'il y a le dépôt et le retrait. Et tout le monde voudrait qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent dans son compte, donc qu'il y ait beaucoup de dépôts et peu de retraits. Et en matière de relations humaines, de leadership, le dépôt, c'est l'écoute. Le leader qui sait écouter inspire la confiance. L'écoute attentive, c'est dans le regard, c'est dans la posture, dans le geste, dans le non-multitasking en écoutant, et dans la relance, et dans l'écoute, pas en pensant à ce qu'on va dire après, mais en écoutant ce que l'autre dit pour comprendre le message derrière. Et donc, comme individu, lorsque vous déposez dans votre compte humain, dans votre compte de relations humaines, beaucoup d'écoute, ça alourdit, ça pèse lourd sur votre compte bancaire. On reconnaît que cette personne est une personne d'écoute. D'ailleurs, vos amis savent qu'ils peuvent se confier à vous, ils viennent vers vous quand ils ont une situation difficile parce qu'ils savent que même si vous n'avez pas la solution, vous allez pouvoir, en écoutant, être ceux qui vont les apaiser, soulager un peu leur peine. Et ça, tout le monde a autour d'eux des expériences des personnes, on aime bien aller se confier à ça. Donc, l'écoute. La transparence, donc la transparence, une autre qualité importante de quelqu'un qui a cette façon d'agir. C'est pas quelqu'un de sournois, c'est pas quelqu'un de euh, ambivalent. La transparence, je suis le miroir de ce que je dis parce que mes mots vont en résonance avec mes actes. Et la promesse tenue, c'est aussi ça. Donc,
alourdit votre compte en banque. Donc, avec ces trois éléments, vous avez beaucoup de choses qui inspirent la confiance. Et à l'inverse, dans le retrait, ce qui retire et qui enlève dans votre compte de relations humaines, c'est l'opacité, quelqu'un qui est flou, sournois, on ne sait pas trop. La promesse non tenue, je viens, je ne viens pas, je veux faire, je ne fais pas, je ne respecte pas les délais. Et l'injustice, donc le sentiment de ne pas être fair. En anglais, on dit l'injuste envers, par exemple, les employés ou envers les autres camarades. Traiter de façon inégale les autres humains, c'est quelque chose qui est mal perçu. Et c'est vraiment crucial, cet élément-là, parce que cette posture, c'est une posture stable qui se cimente. Et cette confiance, on la cimente peu à peu. Ça met beaucoup de temps à se construire, mais ça peut, en quelques secondes, disparaître. Ça peut se perdre, se détruire très rapidement. Donc, on va faire confiance à un leader pour deux raisons. Premièrement, sa compétence, parce que après tout, c'est important aussi de savoir que le leader, c'est celui qui sait, il y a le savoir derrière. Mais aussi, la deuxième raison, c'est l'intention de servir le bien commun. Donc, le leader ce n'est pas celui qui est là juste pour soi, mais aussi pour le bien commun. Et ce leader, pour arriver à créer cette exemplarité, c'est par rapport à ses actions, par rapport à ce qu'il fait. Un leader en retard, c'est un leader qui fait passer le message selon lequel le retard devient acceptable. Un leader qui coupe la parole fait passer le message selon lequel l'agressivité devient la norme. Un leader qui assume ses erreurs fait passer plutôt à l'inverse ce sentiment qu'il y a une sécurité psychologique. On est humain, on a le droit de se tromper. L'erreur est humaine. On peut se tromper du moment où on prend conscience. Et donc, cette exemplarité-là, c'est un mécanisme que les gens voient, perçoivent, analysent et ne le disent toujours pas et pas souvent. Et pourtant, c'est ancré dans une équipe. On voit le leader à travers ces éléments-là. Et donc, l'équation finale de cette confiance, c'est avoir la compétence, y ajouter de l'intention, la bienveillance, et donc ça va entraîner la confiance. Si vous prenez une feuille et vous tracez un trait horizontal et un trait vertical, donc on va faire une matrice 2 fois 2, donc ça fait 4 cellules. À gauche, on va mettre compétent, incompétent, et sur la ligne horizontale, on va mettre intention, bienveillante ou malveillante. Donc, si on est incompétent et on est malveillant, c'est quelque chose qui est finalement, on n'a même pas, d'ailleurs, on n'attire personne. Incompétent et malveillant, c'est souvent quelqu'un qui est un peu isolé d'une certaine manière. Si on est compétent mais malveillant, c'est un danger parce qu'on va entraîner les gens dans le gouffre, malgré la compétence. Si on est bienveillant, mais on n'est pas compétent, et on le voit souvent dans les groupes, les gens toujours volontaires, friendly, mais dès qu'on veut parler des choses qui construisent, qui font avancer, et il n'y a pas la compétence. Et donc, ça crée de l'inefficacité. Ils vont toujours être, par exemple, ceux qui vont être là à vouloir diriger le groupe. On dit, on va faire un travail d'équipe. Ils vont, mais en pratique, ils ne vont pas aider les choses à avancer. Donc, ça va être inefficace. Donc, dans votre matrice, la case qui est idéale, c'est la quatrième case, celle de la compétence et de la bienveillance. Donc, c'est important d'essayer de viser à se projeter dans cette case-là. Pour la compétence, ça passe par la formation, se former, lire, se cultiver. C'est les choses qu'on doit faire soi-même. De plus en plus, on vit à l'ère où la connaissance, comme je dis souvent à mes étudiants, la connaissance est versée dehors. Mais ce qui est important, c'est la façon de la structurer pour qu'elle puisse être versée en nous. Donc, je répète, la compétence est versée dehors, mais il faut pouvoir la structurer pour qu'elle puisse être versée en nous. Et il y a des façons de faire, on pourra même faire un atelier sur ça.
comment filtrer l'information, comment structurer, comment bien s'outiller, etc. Et pour ce qui est de la bienveillance, ça passe par des activités de mise en situation, mais aussi euh, l'adéquation entre les valeurs et les actions ou les situations. Parce que si vous êtes quelqu'un qui a certains types de valeurs, ne vous mettez pas dans des situations qui vont vous entraîner vers une inadéquation entre vos valeurs et l'obligation de faire certaines choses. Et c'est crucial parce que on ne peut pas être quelqu'un qui déteste, par exemple, la fumée et qui traîne avec les fumeurs. À un moment donné, on est en inadéquation avec ses valeurs. Donc, on peut citer autant d'exemples comme ça. Et c'est ça qui fait parfois que l'intention n'est pas aussi bonne qu'on le voudrait. Alors, pour aussi avancer dans ces dimensions de posture, il y a ce qu'on voit, les faits. Voici ce que j'observe. Donc, la situation, j'observe les faits. Il y a ce que j'imagine. Voici ce que j'imagine, ce que je crains. Et puis, il y a ce que je propose. Donc, qu'est-ce que j'apporte par rapport à ce que je vois et ce que j'imagine ou ce que je crains. Parce qu'un leader, on le voit aussi comme quelqu'un de visionnaire. Quand je parlais de sens, de donner du sens, le verbe donner du sens, il y avait la notion de sens, signification, de ce qu'on fait, comment expliquer les choses, mais aussi la direction. Et le leader visionnaire voit au loin quelque chose même si les autres ne le voient pas encore. Et c'est ce leader visionnaire qui comprend que effectivement, à partir de l'orange, à partir de la pomme, à partir du citron, on peut créer un jus, on peut créer une boisson. Donc, transformer quelque chose qui est sous une forme A en une forme B. Et ça passe beaucoup par une auto-réflexion, prendre du temps d'analyser, surtout dans ce monde où on est très stimulé. Le leader, c'est aussi cette aptitude à prendre du recul pour méditer sur les choses, pour bien réfléchir. Et ça nous amène justement à la quatrième section, la boîte à outils du leader moderne. Parce que, comme on l'a vu, le leadership, c'est pas inné, ça se développe, ça se travaille. Et pour développer, pour travailler des compétences, il faut des approches de faire, il faut des stratégies. Et cette boîte à outils, c'est important. Première chose, on ne peut pas être un leader si on n'a pas une communication impactante. Et souvent, d'ailleurs, vous allez voir que la plupart des gens qui sont des pseudo-leaders, c'est parce que c'est des bons parleurs. Et souvent, ils vont arriver à noyer, à entraîner les gens juste parce qu'ils parlent bien, qu'ils s'expriment bien. Mais au fond, il n'y a pas toutes les autres dimensions dont j'ai parlé tout à l'heure, là, comme justement la dimension de l'intention. Ils ont parfois de la mauvaise intention, mais comme ils parlent bien, ils arrivent à enrober les gens. Et puis, donc, pour cette communication, ça se travaille. Donc, là aussi, un sujet énorme qu'on pourra faire un atelier sur ça. Pour que la communication soit perçue comme agréable, il y a la forme et le fond. Dans la forme, il y a ce qu'on dit, le message qu'on dit, qui doit être en adéquation avec ce qu'on entend et ce qu'on attend. Mais il y a aussi finalement ce qu'on dit par rapport aux vérités qui doivent être dites sans faux semblant. Donc, ce n'est pas toujours dans la communication dire ce qu'on veut, ce que les autres attendent, mais c'est aussi dire la vérité. Donc, l'idée principale du message doit être claire. Il faut qu'il y ait une forme derrière le message. Donc, la connexion humaine, la façon de dire, le thème de la voix, les silences. Et puis, l'action attendue, le cadre du message. Dans toute communication, il y a un but, il y a un sens. On ne parle pas pour parler, sinon on parlerait tout le temps. On parle pour dire des choses, il y a un certain sens. Et souvent, malheureusement, les gens parlent, mais le message est noyé au milieu sans qu'il y ait une action attendue qui est claire, évidente et
facile à mettre en branle. Et c'est souvent ce qui manque dans certains messages des leaders. Mais pour parler, pour que cette communication soit effective, il faut aussi qu'il y ait de l'écoute. On pourrait dire plein de choses à un public, mais si on n'a pas pris le temps d'écouter les besoins du public, on aura perdu du temps. Donc l'écoute active, ce n'est pas simplement être avec un ticket, comme à la poste au guichet, attendre son numéro. Et puis, tout le monde parle, ça arrive sur soi, on parle, on redit la même chose que les autres, on ne relance pas. Donc, l'écoute active, ce n'est pas ça. L'écoute active, c'est chercher à comprendre avant de vouloir convaincre. C'est observer ce qui est dit pour comprendre ce qui n'est pas dit. C'est apporter aussi une pierre à l'édifice du message qui se construit. La co-construction du message, ça participe aussi à faire grandir le groupe. Même lorsqu'il y a des débats, souvent, on va voir que on va réagir sur l'argument de l'autre dans le débat. On ne va pas juste venir avec tout ce qu'on avait préparé chez soi. Et donc, dans la communication, ce point de l'écoute est crucial. On écoute le verbal, mais on écoute aussi le non-verbal, la posture, les attitudes, les silences et puis les, tous les traits que le visage exprime. Ensuite, il y a aussi la notion que dans la communication, on va avoir le, la conduite dans le brouillard. Je prends l'exemple de la conduite dans le brouillard. Ceux qui vivent au Québec savent qu'en temps de tempête de neige, si on est sur la route, on est parfois obligé de continuer à avancer et on ne voit que 70% de la vision qu'on aurait en plein ciel, éclairé, ensoleillé. Et c'est un peu ça aussi le leadership. C'est ceux qui savent avancer avec seulement 70% des informations. Donc, la décision qu'on prend peut être imparfaite, mais il faut la prendre, car l'inaction est souvent pire. Donc, on avance à tâtonnement, mais on avance. Ne pas attendre que tout soit parfait pour pouvoir marcher et puis bâtir. Et on va le voir dans l'exemple de l'étudiant qui a ce projet, le premier cas clinique, qui va mettre sur pied le projet, même sans que ce soit parfait. D'ailleurs, avant d'arriver à ces cas cliniques, écrivez en commentaire, tous ceux qui ont lu les cas cliniques, écrivez en commentaire, comme ça je saurai à peu près qui a lu. Ensuite, il y a le fait que le leadership, puisqu'on est dans la boîte à outils, on a parlé de la communication, on a parlé des lunettes, les lunettes pour avancer, même en temps de brouillard. On va aussi parler d'un élément important qui est la délégation. Le leadership, c'est aussi déléguer. Déléguer, ce n'est pas abandonner, c'est premièrement clarifier les objectifs. Bon, Jérémy, je veux que tu fasses ça. Voici ce que tu dois faire, tac, tac, tac. Jérémy dit, ouais, mais je ne suis pas sûr de bien comprendre. OK, on reprend les choses, je te réexplique. Cette fiche-là doit être organisée comme ça parce que ça nous servira à ça. Donc, expliquer permet de bien comprendre pour les personnes à qui on délègue la tâche. Mais si on délègue la tâche, il ne faut pas faire du micromanagement, être derrière pour surveiller. Il faut laisser la possibilité à ceux à qui on délègue la tâche de vraiment pouvoir avoir cette latitude de la faire, peut-être comme elles veulent le faire d'une certaine manière, mais tant que ça reste dans le cadre éthique que la compagnie, par exemple, ou l'organisation respecte, c'est correct. Donc, si vous déléguez à quelqu'un une tâche et que éthiquement, vous savez que la personne ne doit pas aller utiliser les assistants IA pour faire la tâche, donc si la personne fait la tâche d'une certaine manière, ça reste éthique, c'est correct. Donc, la marge de manœuvre est importante. Mais là, lorsqu'on délègue et que on ne fixe pas le suivi, l'être humain, par essence, est un peu paresseux naturellement. Donc, c'est pour ça que c'est important de mettre des balises lorsqu'on délègue. Si je te donne une tâche, moi, je sais que je dois rendre un autre rapport dans un certain délai. Il faut que je te dise qu'on doit avoir des délais de suivi. Donc, déléguer, c'est aussi donner la possibilité de faire des suivis pour encourager ceux à qui on a donné la tâche de pouvoir le faire
et savoir qu'il y aura un contrôle aussi. Et puis finalement, reconnaître le travail, gratification, c'est fondamental. Dernièrement, j'étais sur LinkedIn, je me baladais et j'ai vu une dame qui a posté la lettre de son comité d'éthique. C'est une dame qui est une citoyenne qui fait partie d'un comité d'éthique à la recherche, qui est souvent des comités faits par des chercheurs, des médecins, des soignants. Mais dans les comités d'éthique, il y a aussi des personnes du grand public qui font partie. C'est important, leur voix compte lorsqu'on parle de projets de recherche. Et le comité d'éthique avait envoyé une lettre pour la remercier de son implication comme membre pendant des mois, des mois, des mois, à siéger sur des sessions. Et c'est quelque chose qui m'a interpellé parce que souvent on pense que c'est acquis parce que quelqu'un est intégré dans une tâche, en l'occurrence, c'est une tâche volontaire de bénévolat. Et on pense que voilà, la personne le fait, c'est normal. Mais cette reconnaissance est fondamentale parce qu'il y a du travail derrière, il y a des heures derrière. Elle aurait peut-être pu aller au resto avec sa famille, aller à la plage, se promener, mais elle a accepté d'être là pour réviser des projets. Et cette reconnaissance, ça prend pas grand-chose. Un courriel, une carte de remerciement, un appel, euh, un post, une publication, et ça aide à motiver les équipes. Donc, c'est crucial comme leader de pouvoir le faire. Et à présent, on va passer donc à un peu cette notion de comment maintenant influencer, puisqu'on a développé le potentiel, on a des outils, on est équipé. Maintenant, on veut vraiment influencer. Comment on va le faire? On va utiliser des leviers pour influencer. On va avoir une idée. Mais cette idée, on va pouvoir mettre une enveloppe autour, donc donner du sens. On revient sur cette notion du sens, expliquer le pourquoi, être l'exemple, incarner donc le projet. Donc la plupart de mes projets, je vous donnerai quelques exemples de projets que j'ai mis sur pied. La plupart, j'étais avec les manches retroussées pour faire les choses. Et c'est ça aussi l'exemplarité du leadership. Et puis, la reconnaissance, je viens d'en parler à l'instant, donc valider l'effort, pouvoir mettre en place des outils de reconnaissance qui répondent aux besoins. Parce que les gens, ce qu'ils veulent lorsqu'ils sont dans un cadre de vie en société, ils veulent être respectés. C'est important. Personne n'aime qu'on lui crie dessus, qu'on le maltraite, qu'on on veut le respect. Ils veulent aussi, l'être humain, l'individu, le citoyen veut se sentir utile, contribuer à la société dans laquelle il évolue. Et puis finalement, il aspire à progresser, à grandir. Personne ne veut stagner. D'ailleurs, on le voit que même les ouvriers qui sont dans les chaînes de production, lorsqu'on met en place des outils pour élever leur niveau de compétence, ils sont encore plus heureux de venir au travail parce que la monotonie tue. Et c'est quelque chose qui est important. La vraie mesure du succès, un leader ne se mesure moins à ce qu'il accomplit seul qu'à ce que les autres deviennent grâce à lui. Donc, c'est crucial. Je répète donc qu'un leader se mesure moins à ce qu'il accomplit seul qu'à ce que les autres deviennent grâce à lui. Faire grandir les autres et être capable d'être dispensable et pas indispensable. Donc, le vrai leader, c'est celui qui est dispensable, qui peut quitter la pièce et les choses continuent de tourner. Et il y aura même d'autres leaders qui se seront créés, qui seront nés, qui vont continuer l'ouvrage. Donc, rendre les autres capables, c'est fondamental. Et finalement, on va se dire que le leader, ce n'est pas juste l'étiquette, le badge qu'on va coller sur le front ou sur l'épaule, mais c'est une forme de responsabilité qui commence déjà là où vous êtes aujourd'hui. Donc, vous avez cette responsabilité. Et cette responsabilité-là, il faut savoir qu'elle grandit et elle se nourrit. Et ce n'est pas quelque chose de transitoire. On va passer à des cas concrets. Avant d'aller à ces cas concrets, s'il y a des questions, je peux les prendre. Je vois ici dans les commentaires, Tim Horton, euh, présentation intéressante. OK, parfait. Donc, on va maintenant passer au cas clinique, mais est-ce qu'il y a des questions, des personnes qui ont des questions qui voudraient qu'on discute?
Sinon, on va au cas clinique et on va prendre des questions après. C'est comme vous voulez. Écrivez en commentaire, c'est qu'est-ce que vous préférez. Je vais juste arrêter le partage, le temps de voir s'il y a des commentaires ici. Hmm. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va au cas clinique. J'ai une question, docteur. J'ai levé Oui, la main. oui. Alors, c'est qui tu C'est peux. Florine. Oui, Florine, oui. Bonjour, docteur. Merci beaucoup pour la présentation. Elle était superbe, très enrichissante aussi. J'ai vraiment apprécié. Alors, ma question porte sur, vous avez parlé des comptes bancaires, et des relations humaines avec, le leader. Mhm, Quelles sont les erreurs les plus fréquentes qui, je vais dire ça comment, qui peuvent vider le compte bancaire d'un leader? mhm. Oui, les erreurs les plus fréquentes, premièrement, c'est le leader qui ne respecte pas sa parole donnée. Un leader qui dit, je vais vous augmenter de 5%, par exemple, si c'est un leader dans le cadre du travail, mais qui ne le fait pas, il ne respecte pas la parole donnée. Un leader qui ne respecte pas l'individu, ça fait baisser beaucoup dans son compte. Un leader qui coupe la parole à tout bout de champ en réunion, ça fait baisser. Un leader qui n'écoute pas les voix ou les opinions des autres, ça fait baisser. Un leader qui est en retard, qui ne montre pas l'exemple, ça fait baisser. Et un leader qui ne démontre pas une forme d'amour pour autrui, ça fait baisser aussi, puisque dans le leadership, il y a aussi la notion d'aimer aimer ce qui nous entoure. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément donner à tout le monde d'exprimer cet amour, mais il faut s'efforcer comme leader de manifester l'empathie. On n'a pas beaucoup parlé de l'empathie et c'est un sujet sur lequel on viendra dans les cas cliniques parce qu'un leader empathique enrichit son compte bancaire. D'accord, merci, docteur. Et bon, la question suivante, c'est de savoir quelles sont les pratiques quotidiennes qu'un leader peut mettre sur pied pour pouvoir développer sa discipline quotidienne Mhm, et garder la motivation, parce qu'on peut être motivé un moment, après on baisse. mhm. Bon, quels sont les exemples concrets que vous pouvez nous donner pour qu'on puisse toujours garder cette vision de leader? Je pense que la première chose, c'est d'abord, en tant que leader, de savoir si ce dont lequel on s'est engagé rejoint vraiment sa propre mission. Donc, parfois, les gens vont s'engager dans des choses juste pour faire comme les autres. Je prends un exemple. J'ai dans le laboratoire des étudiants qui souvent m'écrivent, on veut faire de la recherche. Et je vois très bien parmi les étudiants ceux qui ont une aptitude de leadership par rapport à d'autres. Et c'est souvent ceux qui sont venus parce qu'ils veulent cocher une cage sur leur CV parce qu'en médecine, ça devient compétitif pour aller en résidence, de faire la recherche, ça ajoute des points. Donc, ceux-là sont venus pour cocher une case et pas parce qu'ils avaient vraiment cette volonté de faire la recherche par rapport à ce que la recherche apporte pour la société, améliorer la qualité de vie des patients, créer de l'innovation, apporter des solutions concrètes, etc., etc. Et ceux qui sont vraiment engagés dans ça, on le voit, il manifeste des talents de leadership au sein de l'équipe du projet dans lequel il travaille, la façon dont il communique avec les patients, l'implication, la présence aux réunions, etc. Et ça, c'est un élément important. Donc, que la mission rejoigne l'action dans laquelle on s'implique. Deuxième chose, c'est les compétences qu'on se travaille au quotidien, comme la communication. J'ai une étudiante qui était très, très timide au début de son stage et on a beaucoup discuté par rapport à cette aptitude à communiquer. Et j'étais très heureux quand, à la fin de son stage, par exemple, elle a pu présenter dans un congrès européen en anglais, alors qu'elle est francophone à la base. Et cette aptitude de communication passe par des petites présentations qu'on fait, par exemple, lors des réunions hebdomadaires. Des fois, c'est des micro-actions qui vont créer le macro-comportement. Donc, les micro-actions créent le macro-comportement. Et
Ça se travaille. Ensuite, il y a toutes les compétences autour de l'écoute, de l'empathie. Et ça aussi, vous pouvez faire partie de certains groupes de discussion. Il y a un site qui est intéressant qui s'appelle Meetup pour les gens parfois qui veulent participer à des activités de groupe. Souvent, vous allez voir certains groupes de discussion sur la philosophie, sur... et c'est des choses qui permettent aussi de pratiquer ces aptitudes. Et la dernière chose au quotidien, c'est vous avez une idée, ne la laissez pas dormir au placard pendant 100 ans. Vous verrez sûrement que la plupart des choses que j'ai fait, pour ceux qui me connaissent, les idées, dès qu'elles sont là, elles sont mises en action, elles sont mises en branle. On mobilise des gens pour suivre, pour nous accompagner, mais on est là pour faire les choses. Et quand on commence à faire les choses, ceux qui avaient des doutes, ah, finalement, ça marche, et ils rejoignent le... Et puis, on avance, c'est comme ça. Donc, ne pas attendre d'avoir 100% de conditions favorables pour avancer. D'accord. Merci beaucoup, docteur. J'ai encore d'autres questions. Mhm, Euh, Comment est-ce que vous avez dit que le leader, c'est celui qui est capable d'influencer et de mobiliser les foules, de les garder. mhm. Et voilà. Et comment est-ce que le leader va s'assurer que ses intentions concordent avec sa foule, et voilà, et ses intérêts personnels pour ne pas perdre les gens à un moment donné? Comment est-ce que, voilà, Oui, c'est une dimension essentielle. C'est la dimension qu'on n'a pas encore abordée. C'est comment s'entourer des personnes qui ont la même vision que soi. Et ça exact. passe par le choix de l'équipe. Et le leader a aussi cette aptitude-là à choisir les personnes qui vont l'accompagner dans ce projet. Et choisir veut dire aussi ne pas choisir. Ça veut dire aussi rejeter certaines personnes qui vont ralentir l'équipe ou qui ne sont pas là pour les bonnes raisons. Et c'est aussi cette aptitude de pouvoir identifier qui se travaille aussi. Il y a des grilles, par exemple, pour arriver à identifier, à reconnaître les tempéraments des individus qui nous entourent. Et aussi pouvoir en fait, et ça c'est crucial, pouvoir savoir que telle personne, il a au fond de lui, il ou elle a au fond de lui la possibilité, mais il lui manque simplement les outils, les conditions. Et donc reconnaître le potentiel, et ça c'est crucial comme leader, savoir reconnaître le potentiel des individus pour pouvoir leur donner l'aptitude de déployer leurs ailes. Mais ça passe beaucoup par la pratique, le travail. D'accord, merci docteur. Bon, la dernière question, c'est de savoir s'il arrive qu'on devient frustré ou alors en conflit avec nos mentis, et quelles sont les stratégies qu'on va mettre en place pour garder sa posture de leader, voilà, pour ne pas décourager les foules, bien pour ne pas montrer notre frustration aux foules. Oui, la frustration naît souvent lorsqu'il y a des attentes élevées par rapport à ce que les autres peuvent offrir. Et cette frustration-là, c'est humain. C'est comme ce que j'appelais tout à l'heure les émotions, qu'il est important, et je le répète, de distinguer des valeurs. Donc, c'est normal d'avoir ce type de frustration, mais tant que ce qu'on fait reste en adéquation avec nos valeurs et que les personnes avec qui on est sont aussi compatibles avec nos valeurs, on va simplement identifier les leviers pour essayer de travailler sur pourquoi on n'a pas atteint tel niveau. Vous avez un projet, vous mettez en place une équipe et tout. Euh, Prenons même un projet sportif. L'équipe est en compétition, vous ne gagnez pas. Mais si chaque membre de l'équipe, chaque joueur a donné son maximum pendant la compétition, la frustration de la perte ne sera pas aussi intense que si la veille, vos joueurs sont allés en club et ont bu des shooters. Donc, c'est un exemple assez basique, mais pour vous faire comprendre la notion entre la valeur et la frustration essentielle. Merci beaucoup, merci. Merci. Ensuite, il y a Pascaline.
Bonsoir à tout le monde. Merci, professeur, pour la présentation. Ma question se portait au niveau du potentiel à l'influence. Vous aviez présenté une diapositive qui commençait par progresser et grandir, mais je n'ai pas pu entrevoir la suite. Ah, je vais vous remettre. Euh, 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 alors, c'est ici. Alors, partager. Et c'est l'écran numéro desktop tout ici. Voilà, c'est ici. Donc, tout commence par le respect. Donc, être respecté. Donc, il y a la notion de se sentir en sécurité, en confiance. Ne pas être alerte, comme par exemple, lorsqu'on a un superviseur qui maltraite son équipe ou qui est un peu euh, méchant. On est sur les gardes, on te touche sur l'épaule, tu sursautes. Donc, être en sécurité, c'est important. Se sentir utile, savoir que ce qu'on fait a vraiment du sens, que ce soit dans un travail d'équipe ou, mettons, si vous faites du bénévolat et que vous venez, vous vous rendez compte que vous servez à rien. Souvent, on le voit d'ailleurs parfois dans l'unité des bénévoles qui viennent à l'hôpital. Il y a des jours où les parents sont tous là. Donc, c'est sûr que ce type de journée, ils n'ont pas l'impression d'être utiles puisque les parents sont au chevet de leur enfant. Donc, on les voit tourner en rond comme ça. Donc, ce sentiment d'utilité important, ça donne vraiment envie de contribuer. Et puis, le fait de progresser, grandir, c'est ce leader qui vous aide peut-être même à prendre leur place demain. Et je vais vous montrer un exemple concret d'une situation en France que j'ai vécue et vous comprendrez mieux l'importance justement de se progresser et grandir là. Merci beaucoup. Merci. On va passer au cas clinique. Je vais partager ici. Et il y a un commentaire d'Eric qui dit, on peut être un leader sandwich et être pris entre deux, nos supérieurs et les employés. On sait que nos supérieurs demandent une façon de faire impossible sur le terrain. Les employés critiquent. Justement, c'est le troisième cas clinique. Ça va parler justement de ça. Parfait. Alors, tout le monde est prêt pour les cas cliniques? Yes, allons-y. Donc, premier cas clinique. Disons qu'il s'appelle Jérémy. J'aime beaucoup Jérémy dans mes cas cliniques. Jérémy, c'est un étudiant en médecine. En dehors de ses études, il est très sensible aux inégalités sociales et à son impact sur la santé des enfants. Lors d'un stage d'une activité communautaire, il a pris conscience que de nombreux enfants issus de familles défavorisées arrivent à l'école le ventre vide, ce qui affecte la concentration, la réussite scolaire et le bien-être. Donc, identification d'un problème. Alors, après avoir analysé l'état de la situation, il s'est rendu compte qu'il y a quelques initiatives locales, mais qui sont fragmentées, insuffisantes ou mal coordonnées. Alors, Jérémy, étudiant, il n'a aucun budget, aucun statut décisionnel, pas d'autorité hiérarchique, ce n'est pas un projet de son université, mais il a quand même une conviction forte que quelque chose doit être fait parce que ça le touche, ça vient le chercher, comme on dit aussi au Québec, ça vient le chercher au fond de lui-même. Euh, alors, il a une idée. Donc, un matin, en se réveillant, en se rasant, il a une idée de mettre sur pied un projet d'aide au repas pour les enfants démunis en collaboration avec des écoles, des bénévoles et peut-être des organismes communautaires dont certains existent déjà. Il en parle autour de lui, pendant la cour de récréation, ses camarades, blablabla, blablabla. Alors, il y a trois types de réactions. Il y a certains qui disent ouais, t'es en médecine, c'est pas ton rôle. Blablabla. D'autres qui disent ouais, n'importe quoi, ça se fera pas, c'est pas quelque chose qui est réaliste. Et puis d'autres qui disent même ouais, c'est bien, mais bon, on sent pas qu'ils veulent s'engager. Et puis, il craint que l'initiative soit perçue comme naïve, irréaliste, trop ambitieux. En plus, il se rend compte que quand même en cinquième année, c'est des études de médecine qui sont lourdes, concilier avec les études, c'est difficile. Et en plus, personne ne l'a poussé à faire ça. Il s'est dit dans quoi je me suis lancé. Et personne ne l'interdit non plus. Alors, il a deux solutions. Soit il est à un carrefour, soit laisser l'idée de côté, soit décider d'exercer ce que j'appelle leadership d'initiative. Alors, les questions qui étaient posées, premièrement, c'était qu'est-ce qui pousse à agir malgré l'absence de mandat officiel? Donc, si vous voulez réagir, juste levez la main, votre micro. Comment vous répondrez à cette question?
La première. Qu'est-ce qui pousse les individus à réagir? Parce que le cas de Jérémy est présent dans d'autres situations. Alvin, oui. Bonsoir à tous. Pour ma Bonsoir. part, ce qui pousse à réagir, c'est, j'ai envie de dire, c'est le rêve qu'il porte à l'intérieur de lui. Mhm, C'est cette mission, vous avez appelé ça mission, ouais. C'est mhm, cette mission qui l'interpelle, qui vient le chercher en lui en mhm, réalité. mhm, Plusieurs personnes ont vu ce manque de choses, plusieurs personnes ont vu la même situation, mais ça n'a parlé à personne. Donc, mhm, c'est le constat de ce problème révèle en fait une mission qu'il a accomplie. Ça révèle le rêve qu'il porte mhm, et, et de ce qu'il est la solution à ce problème en réalité. Donc, mhm. pour ma part, c'est ça. C'est ça, c'est tout à fait ça. Donc, une certaine sensibilité parce que lorsque on voit des injustices, on peut soit passer à côté, être indifférent. Et ça, on le voit souvent, il y a des personnes qui vont voir quelqu'un maltraité, être indifférent. Une dame est en train de traverser la route, elle est âgée, elle a du mal à se déplacer. Il y en a qui vont juste passer à côté, d'autres qui vont s'arrêter et l'aider. Donc, cette sensibilité fait appel justement à certaines valeurs intrinsèques, des valeurs en termes de registre de valeurs et on a envie d'agir. Donc, derrière ça, il y a le fait de vouloir agir. Excellent point. Il y a aussi Pascaline qui voulait réagir. Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est que ce qui pousse Jérémy à entreprendre une action, c'est ses valeurs. Ses valeurs et peut-être la notion d'humanité qu'il y a en lui. Il se dit, je vois des personnes qui souffrent, qui sont en difficulté. Comment je peux leur apporter mon aide? Comment je peux contribuer à améliorer leur situation? Mhm. Exactement. Donc, vraiment donner du sens et aller en adéquation avec ses valeurs. Donc, en tant qu'étudiant en médecine, il va agir pas parce qu'il a le pouvoir, puisqu'il n'en a aucun. Donc, il est juste étudiant, mais parce qu'il a identifié un problème réel de santé et de dignité, et aussi que ses connaissances autour de la médecine lui donnent des éléments que l'alimentation est un déterminant majeur de la santé. Et avec ces éléments, il reste passif face à une situation qu'il il sait que c'est évitable parce qu'on est dans une société où ça ne devrait pas exister des choses comme ça. Donc, ce premier point est crucial. Le leadership, et ça c'est un message à retenir, le leadership commence quand la conscience précède l'autorisation. Et je le disais dans une publication aujourd'hui en disant que le leadership du médecin commence quand on décide de ne plus détourner le regard. Et c'est à ce moment-là que naît le leadership et pas lorsqu'on devient médecin. Alors, deuxième question, par quoi commence un projet de leadership quand on n'a ni budget ni autorité? Très intéressant. Alors, qui veut réagir? Qui veut se lancer? Donc, le pauvre étudiant a juste son petit salaire de garde d'externe, là, je ne sais pas combien c'est actuellement. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Alvin et ensuite Sandy. En fait, c'est commencer avec ce qu'on a où on se trouve en réalité. Mhm, C'est de ne pas attendre que tout soit parfait, comme vous avez dit dans la vidéo. C'est mhm, de ne pas attendre forcément avoir les grands moyens. Juste la vision, c'est suffisante en fait. mhm, Juste ce rêve à l'intérieur de lui, c'est le carburant nécessaire pour lancer, pour commencer. mhm, Et par après, je pense que les ressources vont suivre. mhm. Sandy, très, très bon point, commencer, oser commencer. Sandy? Alors, je suis d'accord avec ce qu'Alvin a dit, puis pour compléter, je me disais aussi, on peut commencer par le sens qu'on donne en fait au projet. Si on arrive à défendre le projet et puis expliquer la plus-value que ça peut apporter aussi, ça Mhm. peut aussi faire prendre conscience éventuellement d'autres personnes pour avoir un plus grand impact. C'est ça. Voilà, Très, c'est très ça. bon point. Parce que lorsqu'on met sur pied un projet, on le verra lorsqu'on fera un atelier sur bâtir un projet, il faut identifier les stakeholders. En anglais, en français, on dit les parties prenantes. Qui sera partie prenante du projet? Avec qui je vais travailler? Mon projet va concerner qui?
tous ces éléments seront importants parce que si je n'ai pas identifié combien d'enfants, combien d'écoles, combien d'organismes, je ne pourrai pas vraiment bien concrétiser. Il y avait une troisième personne qui a levé la main, je pense. Oui, c'était moi. Mhm, Vous avez répondu déjà à la question. Je voulais renchérir ce que mhm, les autres ont dit. mhm, Je vais commencer par comprendre le problème et mhm, puis je discute avec les parties prenantes, comme vous avez mentionné, avec les écoles, les associations existantes, avec les familles. Et après, je vais lancer une petite initiative avec mes moyens, avec les 70% que j'ai, mhm. simple, réaliste, pour pouvoir tester le projet et avant de l'élargir. Excellent. C'est tout à fait ça. Donc, commencer, même si c'est juste 5 enfants, donc on commence très petit, je décide que 5 enfants vont manger chaque jour un repas. Je vais voir autour de moi deux, trois oncles. Je lui dis, bon, mettez un petit 10 dollars par-ci et on met sur pied le projet. Et ensuite, chaque enfant qui est content, on a des petits résultats que je peux témoigner comme preuve de faisabilité. Je reviens vers d'autres personnes. Je dis, voilà, ça marche, qu'est-ce qu'on fait? Donc, en médecine, on parle souvent de les études pilotes. Mettre sur pied quelque chose de petit pour après voir la faisabilité, l'acceptabilité et puis l'impact. Souvent, dans les études pilotes, on ne va pas chercher d'emblée l'impact, mais parfois des petits impacts qualitatifs plutôt que quantitatifs, puisqu'on ne peut pas avoir un impact quantitatif sur des petits échantillons. Mais en interrogeant les familles, les parents, la satisfaction, les enfants, on ne va pas tout de suite évaluer les quantitatifs comme le rendement scolaire ou l'absentéisme, mais on va aller avoir des dimensions de satisfaction qui peuvent être ensuite documentées et être utilisées pour la suite. Donc, très bon point toutes les trois. Je ne cherche pas à tout régler immédiatement, je cherche à créer une première action réalisable. Donc, dans cette dimension, on retient que le leadership n'est pas de tout prévoir, mais de déclencher un mouvement. Donc, ça, c'est l'élément clé pour cette deuxième question. Alors, troisième question, comment mobiliser les autres étudiants puisque votre entourage en tant qu'étudiant est fait d'étudiants? Vous n'êtes pas entouré des gens de la trame de Epstein, même si ça aurait été dangereux de s'entourer de cela. Eric, à toi le micro. Oui. Bonjour. Bonjour. Donc, en fait, c'est sûr que là, c'est des étudiants comme moi, ils n'ont pas beaucoup de ressources, autant financières, ils sont submergés d'études. Donc, c'est d'amener ça d'une façon qui va être capable d'être réalisable. Donc, le bénévolat. De dire, écoutez, moi, je vous demande juste de votre temps, selon votre temps disponible, et voici la cause. Puis d'amener ça du côté humain, bienveillant et tout, puis d'aller, que ça les touche. Tu sais, en même temps, c'est les enfants, sont puis c'est les étudiants en médecine aussi comme moi, donc ils sont au courant des besoins fondamentaux. Donc c'est d'amener ça avec euh, comme moi je le vois, parce que ils vont voir la même façon, peut-être pas nécessairement, mais ils vont comprendre le fond Mhm. et de leur dire aussi que c'est vraiment sur une base volontaire, selon leur temps à eux. Et ouais, puis que la paye, ça va être justement que les enfants vont pouvoir grandir à travers ça, apprendre et on voit la suite, là. Excellent. C'est un excellent point. C'est-à-dire que d'apporter la notion aux autres de what is it for me? Parce que l'individu, par nature, a toujours envie de savoir qu'est-ce que je tire d'une certaine action. Personne ne fait rien pour rien, même si on sait que on fait du bénévolat, c'est parce qu'il y a aussi la satisfaction de ce que nos actions vont avoir un impact. Mais à ce moment-là, expliquer l'impact, c'est une façon aussi d'engager les gens. Donc, l'engagement, créer l'engagement, c'est important. Merci, Eric. Il y a Yana aussi qui avait une réaction. Oui, professeur, je me dis que pour qu'il puisse intéresser ses camarades à ce qu'il fait, il serait bien qu'il puisse trouver ceux qui ont les mêmes valeurs que lui. C'est la Mhm, première question que vous nous avez posée. Quelles sont les valeurs qui sont les nôtres? Et pendant vos présentations, vous nous avez bien rappelé qu'il était important de s'entourer des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous, donc mhm, les mêmes objectifs, donc peut-être a priori les mêmes méthodes de fonctionnement. Donc mhm. déjà s'entourer de ceux qui ont les mêmes valeurs que lui. Donc
il n'aura pas besoin de longtemps de réfléchir sur la rémunération de ces personnes parce qu'ils auront les mêmes valeurs. Je me dis que c'est le premier pas dans ce sens. C'est ça. Donc, identifier les personnes qui ont les mêmes valeurs, c'est un enjeu majeur et ça passe beaucoup par l'observation de leur comportement, soit en classe, soit dans les groupes de sport, etc. Et c'est aussi ce qu'on disait précédemment, comment recruter une équipe, aller chercher des personnes qui nous rejoignent dans ce qu'on fait, tout en identifiant ceux qui aussi ne sont pas déjà débordés, parce qu'on sait que si on inclut dans un groupe un projet, quelqu'un qui est déjà débordé, c'est finalement se tirer une balle dans les pieds, puisque la personne va dire oui, oui, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas dire non. Et souvent, ils vont accepter de ne pas faire les choses. Donc, c'est vraiment un point important. Ensuite, il y a Alvin. Oui, ajouter à ce que les autres ont dit, je pense également que l'aspect dont vous avez parlé tout à l'heure, vous avez parlé d'un projet que vous avez commencé, vous-même vous vous êtes retrouvé sur le terrain à retrousser les manches. Donc, je pense que ce serait de commencer à être l'exemple, en fait, de bosser, de commencer, de passer à l'action, en fait, d'être sur le terrain de l'action Mhm. et que les autres voient et qu'il est au fou et au moulin. Et je pense que les autres pourront le rejoindre. Excellent. Ouais. Être présent, être à l'action. Il y a souvent dans les projets, on doit rédiger les statuts, collecter les formulaires pour les inscriptions. Est-ce que je fais un document papier, les autorisations? Il y a beaucoup de choses administratives à faire. Et aller identifier des personnes qui ont certaines compétences pour justement vous aider dans certaines de ces dimensions. Lorsque j'ai créé la Fondation Inspire en 2020, je venais de terminer mon MBA en 2018 et l'idée est née dans l'avion de vouloir faire quelque chose pour les jeunes noirs qui habitent au Québec, au Canada. Et j'avais à ce moment-là personne autour. Et j'ai commencé à écrire les grandes lignes. J'avais envie de faire un organisme qui accompagne les jeunes dans du mentorat, qui fait des ateliers. J'avais pensé aussi à faire une espèce de week-end intensif de formation, le bootcamp, mais c'était que des idées, mais au moins je les ai notées noir sur blanc, clairement, et j'ai lancé un appel sur les médias sociaux pour des personnes. Mais le fait d'avoir eu les idées claires, ça aide beaucoup, ça a beaucoup aidé. Et le fait d'avoir demandé aux gens volontairement, ça a beaucoup aidé. Donc, on retient donc que le leadership repose sur une adhésion volontaire, pas sur la pression, mais des personnes qui comprennent le sens de la mission. C'est important. Quatrième question, comment réagissez-vous face au scepticisme et aux critiques? Parce que ça, vous en rencontrerez souvent des gens qui découragent et qui... comment réagir? Qui veut se lancer? Eric. OK. Je vais y aller vraiment, c'est tout innocemment, là. C'est pas la bonne réponse non plus, mais euh, c'est d'être sensible et d'écouter ces critiques-là, puis ce scepticisme-là, parce que on va sûrement la rencontrer tout le long de notre projet, même au milieu et à la fin. Puis ben, il y aura pas, on espère qu'il n'y aura pas de fin. On espère qu'il va toujours être là, le projet. Mais je veux dire, d'être à l'écoute, de le comprendre, puis trouver les moyens de faire face à ça. Parce que si on est fermé puis on ferme les yeux là-dessus, on risque à un moment donné de se buter encore à ces problèmes-là, puis on sera pas prêt. Donc, puis ça va nous faire avancer. Donc, d'être ouvert aux critiques, ça va nous faire avancer, trouver des solutions pour aller plus loin. Puis justement, ben, moi, je pense que c'est ça, là, en fait. Mhm. Oui, être à l'écoute des critiques, c'est prendre en compte chaque déterminant de chaque critique pour essayer de comprendre est-ce que c'est quelqu'un qui décourage parce qu'il a envie de faire la même chose ou c'est quelqu'un qui décourage parce qu'il est paresseux ou c'est quelqu'un qui décourage parce qu'il nous met en garde contre des obstacles. Très, très bon point. Ensuite, Stéphane. Oui, je voudrais dans la même lancée ajouter que la critique, elle est parfois constructive, parfois destructive, mais c'est toujours bien d'écouter parce que on finit toujours par apprendre d'une certaine manière de la critique. Donc, pour moi, je pense que il faut jamais refuser les critiques, il faut les accepter. Pas dans le sens
de les prendre toutes de la même façon, mais surtout de savoir en tirer profit. Parce que soit ça nous donne une idée de la personne, soit lorsque on n'est pas prêt à entendre certaines choses, ça nous donne, comment dire, une vérité. Elle est parfois dure à entendre, mais elle est pas, et parfois il faut prendre sur soi d'entendre la critique pour pouvoir avancer. Donc voilà ce que je voudrais ajouter. Merci. Excellent, excellent, très très bon point. Être humble et puis avoir cette modestie, surtout dans les débuts, savoir que on a fait son maximum. Et comme je dis toujours, lorsqu'on donne son maximum, je reprends l'exemple de l'équipe de sport qui se bat, qui a donné son maximum avec humilité. On accepte les critiques, même du public. Donc c'est important. Il y a Alvin qui a aussi une réaction. Oui, merci. Ce que je dirais également, c'est que les gens auront toujours à dire, en fait. Les gens seront toujours sceptiques, les gens auront toujours à dire face à quelque chose, que ce soit bien, que ce soit mauvais. Ça, il faut dire à se mettre en tête. Mais en fait, ce qui m'intéresse ici, pour pouvoir répondre à ça, pour ma part, c'est de réussir, en fait, c'est de foncer jusqu'à réussir dans la mission dans laquelle j'ai engagé. Je pense que pour moi, c'est une belle façon, en fait, de pouvoir répondre au scepticisme, aux personnes qui ne croyaient pas au projet. Pour moi, c'est de pouvoir foncer jusqu'à ce que le résultat puisse être tangible et visible. Pour ma part, c'est la plus belle des réactions face au scepticisme des uns et des autres. Merci. Merci beaucoup. Donc, tu apportes une dimension importante, celle de foncer, avancer, et j'ajoute aussi de la constance dans l'action. Quand vous bâtissez un projet et que vous êtes constant, hein, vous évitez les 3 semaines, je fais rien, une semaine, donc il y a une constante. La mini-équipe que vous mobilisez vous voit faire, vous voit agir, et ça permet assez de renforcer que vous êtes dans le vrai. Donc, le leadership se renforce quand on agit malgré les doutes et surtout avec humilité, sans arrogance. Agir. 5e question. Alors, ça, c'est aussi une question cruciale. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller sans compromettre vos études et votre équilibre personnel? Donc, Jérémy a quand même sa mission. 5e année, bientôt le choix de la spécialisation. C'est sûr que dans son CV, ça va peser lourd, ce projet, mais il ne le fait pas pour le CV parce qu'il y a vraiment, comme on l'a vu dès le début dans les réactions de chacun, il y a vraiment une volonté de répondre à une question concrète. Il a cette mission qui rejoint ses valeurs. Mais jusqu'où est-ce qu'il est prêt à aller? Qu'est-ce que vous en pensez? Eric, oui. Bon, je le connais pas, mais je suis sûr qu'il est prêt à aller loin, très loin, et que c'est quelqu'un de déterminé et puis résilient. Mais il doit quand même être réaliste dans son projet. Il a quand même sa vie aussi. Il doit réussir sa vie, ses études, puis ses projets personnels de son côté, mais être capable aussi de réaliser, en fait, ce beau projet qui est pour les enfants. À ce moment-là, c'est vraiment de déterminer pour lui c'est quoi sa limite. Puis après ça, il va en avoir quand même beaucoup à faire. Et donc, de déléguer, de s'entourer de gens qui ont les mêmes visions, les mêmes valeurs, puis qui vont, pour lui, être des gens qui vont être capables de le faire avancer, là, et déléguer un peu à ces gens-là pour pouvoir l'aider. S'entourer de bonnes personnes, parce que de toute façon, un leader ne fera pas tout seul. Un leader va être capable est capable de mobiliser des gens, leur déléguer des choses. Puis lui, après ça, tout ce qu'il a à faire, c'est que s'assurer que tout se fait dans les temps demandés possibles et peut-être faire des liens avec d'autres personnes, mais que l'engrenage soit bien huilé et que ça tourne bien comme il faut, là. Mm. Puis qu'il se concentre sur ses études aussi, là. Ouais. Exactement. Donc, oser établir des priorités, déléguer, et puis savoir que effectivement, il y a des moments où il pourra ralentir, d'autres moments accélérer, même si on sait que la constance dans l'action est importante, mais savoir établir
un rythme en adéquation avec ses objectifs. Pascaline? Oui, moi, ce que je dirais comme réponse à la cinquième question, c'est tant que ça ne contredit pas ses valeurs, c'est de continuer. Et comme Eric a dit tout à l'heure, pour ménager ses études, c'est de se faire aider aussi avec les gens qui vont partager la même vision que lui. Donc, de continuer tant que ses valeurs ne sont pas contrariées, de se faire aider, puis de poursuivre son projet. Oui, oser demander de l'aide et oser déléguer avec à bon escient, avec l'approche qu'on a vue tout à l'heure. Alvin? Oui, j'irais dans le même sens que ce que les autres ont dit. C'est de pouvoir être réaliste sur, avec les moyens que j'ai actuellement. Qu'est-ce qui est prioritaire d'abord? La notion de priorité. C'est vrai, actuellement, j'ai une mission de vie qui brûle dans mon cœur, j'ai tel objectif. C'est de pouvoir établir la notion d'urgence. Qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important en cette saison euh, précise. Donc, c'est de pouvoir établir la notion de priorité, ça c'est d'un. De deux, de pouvoir établir, faire une balance sur ce que j'ai comme acquis véritablement pour me permettre d'atteindre X ou Y en fonction de ce qui est prioritaire ou important. Évaluer ça rapidement et voir sur quoi mettre de l'accent ou freiner, s'il le faut, sur un certain nombre de choses. Et comme monsieur Eric l'a dit, si à l'instant suffisamment j'ai une équipe, OK, et que je peux déléguer sans abandonner, comme vous avez dit tout à l'heure. Donc, pour le projet, si j'ai déjà une équipe, OK, je continue à suivre, mais en étant en arrière-plan, puisque lorsqu'on a parlé de leadership, on a dit c'est la capacité d'avoir des personnes qui font sans nous, en fait, lorsque je ne suis pas là. Et puisque l'école a besoin de lui, de se focaliser sur l'école, maintenant, c'est de capaciter les uns les autres qui vont continuer à faire avancer le projet. Et lui, il sera juste là pour superviser quand il le faudra et renforcer les compétences des personnes qui aura identifié le potentiel au sein de l'équipe. Merci. Votre micro est fermé, Doc. Oui, merci beaucoup. J'avais fermé mon micro par hasard. Donc, c'est très, très bon point que tu soulignes. Et il y a aussi Stéphane qui voulait réagir sur ce point. Oui, je voulais simplement dire que concernant cette question, il y a aussi il y a aussi la notion d'alignement qui intervient parfois. Ça veut dire quoi? Lorsque on est face à un projet qu'on développe, parfois il est bon que ce projet puisse cadrer avec les ambitions que nous avons. Et s'il s'avère que euh, la personne peut-être va aller dans un service où on va travailler sur, je sais pas, l'alimentation à la cantine, ou alors va prendre un sujet de thèse toujours dans le même cadre. Il s'avère parfois que les projets se rejoignent et on n'a même pas besoin de lâcher ou alors de complètement mettre de côté. Donc, moi, j'ai constaté, ou alors de ma petite expérience, c'est que parfois, il est bon de toujours chercher un aliment entre les actions qu'on mène, les idées, les projets. Donc, voilà ce que je voudrais dire. Ça fait en sorte que même lorsqu'on a des contraintes de temps, de choix à faire, ce ne sont pas des choix qui vont être impactants au point de laisser tomber carrément le projet. Donc, voilà un peu ce que je voulais ajouter. Excellent. Merci beaucoup, Stéphane. Oui, pouvoir faire, comme on dit, d'une pierre deux coups, c'est essentiel. Et souvent, ça passe par aussi le hasard ou une certaine forme de chance, mais parfois on peut faire que les choses s'alignent et dans ce cas-là, on est gagnant. Donc, c'est vraiment important ce point-là parce que le temps est très difficile pour les étudiants. Et d'ailleurs, pour nous aussi, je regarde l'heure, 14h37. Il nous reste 20 minutes. Donc, pour terminer sur ce cas, donc ce cas, ça montre vraiment que
Le leadership peut naître avant le diplôme. L'absence de pouvoir formel n'est pas un frein, mais un test qu'on peut développer. Et la crédibilité se construit par l'action cohérente. Et puis, il y a cet impact social qui fait partie intégrante du leadership en santé. D'ailleurs, les universités, de plus en plus, on parle des responsabilités sociales des universités qui ont une mission autour de la société. Un leadership qui se met en place tôt dans les études apporte aussi quelque chose plus tard pour la société. Mais il ne faut pas qu'il s'épuise, car un leader qui s'épuise trop tôt met le projet en danger. Donc, je répète donc ce que je disais. Donc, le leadership ne commence pas le jour où on devient médecin, mais il commence le jour où on décide de ne plus détourner le regard. Et je vais vous partager une vidéo d'un cas concret. Arrêtez le partage. C'est partagé, c'est où ça? Il y a quelques années, j'habitais en France. J'étais à Toulouse et un jour, j'ai déménagé pour aller en Franche-Comté. Je vais vous mettre la vidéo et après, je vais vous expliquer. Elle dure 2 minutes 50. Ça fera une petite pause en même temps avant de passer au prochain cas. Toi, par exemple, sont de plus en plus nombreux à vivre. Est-ce que vous entendez bien le son? Parce que des fois, une vidéo ne passe pas bien le son. Oui, nous entendons bien. Oui, on entend, oui. Parfait. Super. Donc, je remets au début. Go. Toi, par exemple, sont de plus en plus nombreux à vivre façon latino. Cela se passe bien sûr à travers la musique et la danse. À Besançon, une association propose des cours gratuits le 12, 14 et c'est tout, vous le savez. Alors Luc Barret et Olivier Flavien ont tenté le coup. Dans la rue du Grand Charmont, au centre-ville de Besançon, tout paraît bien calme. Mais quand on entre au numéro 6, au bar Le Nopalito, l'ambiance y est plutôt chaude. Chaque mercredi, l'association Salsa Mundo propose des cours gratuits de salsa. C'est chaud finalement. Ouais, ouais. Mais aussi, non seulement chaud, parce que des fois, on peut dire, ouais, la danse, c'est chaud, point de vue corporel, mais c'est plutôt sentimental, en fait. C'est ce qu'on peut exprimer par la danse, et c'est pas seulement bouger le vélo, les fesses, c'est pas ça, c'est aussi dedans, quoi. En fait, moi, je pense comme ça, et je veux, en fait, montrer aux gens que c'est comme ça, en fait. C'est chez nous, c'est comme ça. C'était 2 élèves au départ et en quelques mois, le succès étant, ils sont aujourd'hui une cinquantaine à venir s'initier à la salsa, cette danse qui allie le son cubain et le jazz new-yorkais. Très vite, l'exiguïté des lieux pousse certains à sortir et on essaie tant bien que mal de prendre le temps. De retour à l'intérieur, l'ambiance est de plus en plus endiablée. Je suis venue, c'est la route Charelle, je suis par là. C'était dur d'apprendre à danser à la salsa? Oui, je bien, donc ça passe tout seul. C'est-à-dire qu'on peut danser la salsa avec la plupart des gens. Parce qu'il y a plusieurs sortes de salsa et ça va très évident de se mettre sur les pas, quoi. Mais au bout d'un an, ouais, on peut danser avec un peu tout le monde. Et Salsa Mundo propose des cours de danse. Son objectif principal est avant tout d'aider les enfants du Venezuela. Régulièrement, l'association organise des spectacles afin de récolter de l'argent. Le prochain dîner spectacle aura lieu le 17 février à la salle des fêtes de Serres-les-Sapins, tout près de Besançon. Originaire d'Amérique centrale, la salsa est une danse qui se pratique à deux avec une particularité. Macho ou non, débutant ou confirmé, les cours de salsa sont ouverts à tous. Sinon, il y a ça prend vite, c'est magique. C'est vrai que pour les débutants, au bout de quelques minutes de pratique, on arrive tout de même à prendre le rythme. Donc, cette association Salsa Mundo, je l'ai créée en 2000. Et comme vous l'avez remarqué, je suis pas, oups, pardon, je ne suis pas dans la vidéo parce que j'étais en stage en Guadeloupe ou en Guyane. Je crois que c'était en Guyane lorsqu'ils ont fait le tournage. Mais la beauté, et c'est aussi pour ça que je voulais vous présenter ça dans le cadre de cette conférence, c'est que l'organisme a survécu et continue de survivre. Actuellement, on est à près de 20 ans. Hop, est-ce que vous m'entendez toujours?
Oui, oui, on entend bien. OK. Donc, je disais que l'organisme a survécu et continue de survivre. Actuellement, on est à plus de 20 ans d'existence de cet organisme. Il s'appelle Salsa Mundo, vous trouverez sur Google. Et donc, ça rejoint ce que je disais, le leadership, c'est celui qui sait aussi être dispensable et aussi la passion derrière la mission. Ils étaient deux élèves. J'étais étudiant, jeune étudiant, et je venais de Toulouse où on avait beaucoup de club latino et j'ai découvert donc Besançon, il n'y avait pas d'espace où on pouvait danser cette musique. Et ça rejoint aussi ce que finalement euh, disait aussi Stéphane. Derrière le projet de danse, il y avait aussi un projet humanitaire qu'on a mis en place. On a aidé des enfants d'un hôpital d'Amérique latine au Venezuela pour des chirurgies cardiaques. Et c'est ça aussi que je voulais vous partager pour montrer que même un jeune étudiant en médecine pouvait créer quelque chose qui, on va dépasser 20 ans, 2000, 2025, 25 ans d'existence, même alors que j'ai quitté la France. Donc, on passe au deuxième cas clinique. On n'aura peut-être pas le temps de faire le troisième, mais on va essayer de faire le deuxième comme ça. Et puis le troisième, je vous enverrai avec les corrections et aussi les documents, les commentaires. Alors, c'est où ça? Deuxième cas clinique, c'est où mon document? Je pense que c'est ici. Ouais, parfait. Alors, deuxième cas clinique. Au sein d'une famille, il y a un proche parent qui vient d'être diagnostiqué avec une maladie chronique nécessitant un suivi régulier, des ajustements du mode de vie et une observance thérapeutique sur le long terme. La maladie n'est pas immédiatement grave, mais elle est durable, avec des périodes de mieux et des périodes plus difficiles. Par exemple, comme une maladie de Crohn ou certaines maladies chroniques qui sont quand même validantes, un diabète, etc. Situation. Avec le temps, vous observez plusieurs difficultés. Le proche malade minimise parfois la maladie. Les recommandations médicales sont appliquées de manière irrégulière. Certains membres de la famille s'inquiètent excessivement. À l'inverse, d'autres préfèrent ne pas en parler du tout. Il y a une ambiance familiale qui oscille entre surprotection, déni, fatigue émotionnelle. Vous sentez que la manière dont la famille fonctionne autour de la maladie influence directement l'évolution du quotidien, le moral, l'adhésion aux soins. Personne ne vous a désigné comme responsable, mais vous êtes souvent celui ou celle vers qui les autres se tournent. Votre rôle, vous êtes un membre de la famille appelé à exercer un leadership relationnel sans autorité formelle, sans expertise médicale particulière, mais avec une forte influence émotionnelle. Votre posture peut soit abaisser, apaiser, clarifier, soutenir, au contraire accentuer les tensions. Alors, question de réflexion, quelle posture adoptez-vous face aux proches malades? Contrôle, soutien, évitement, dialogue, pourquoi? Alors, qui veut se lancer? Qu'est-ce que vous allez adopter comme posture? Sinon, si personne ne veut se lancer, bon, je peux y répondre directement. Donc, c'est quand même des situations qu'on voit régulièrement en tant que soignant, où on sait que les proches aidants ont un rôle à jouer. Et on sait que la maladie affecte souvent plus les proches aidants que les malades eux-mêmes. Et souvent même, on a des proches aidants qui sont des malades eux-mêmes qui sont dans le déni et qui parfois n'osent pas euh, se rendre compte ou veulent cacher la maladie, etc. Donc, la première chose en tant que leader, c'est vraiment une posture. Adopter une posture, c'est choisir de ne pas devenir un surveillant, un contrôleur ou un médecin de substitution. Mais dans le contexte familial, ça va être une posture qui va reposer sur la qualité de la relation que la quantité de conseils. Donc, par exemple, si on veut parler de l'adhésion thérapeutique, pour favoriser l'adhésion, on va privilégier le dialogue plutôt que l'injonction. Au lieu de dire, tu dois prendre tes médicaments, tu dois faire tes injections, on va plutôt dire, qu'est-ce qui te semble le plus difficile dans ce traitement en ce moment? Comment on pourrait aider à alléger ce traitement ou alléger les façons d'administrer le traitement? L'idée, c'est de comprendre les résistances, comprendre qu'est-ce qui bloque, reconnaître la fatigue morale et aussi, très important, valoriser les efforts, même partiels. On a parlé tout à l'heure
de l'importance de la reconnaissance. Un leader doit savoir reconnaître les actions, valoriser, et que ce soit dans un contexte comme celui-ci, en tant que leader familial, vous devez pouvoir valoriser les efforts même partiels. Et ça vaut aussi pour un parent, un père, une mère par rapport aux enfants, puisque un parent est avant tout aussi le leader dans la famille, et de pouvoir valoriser les efforts, souvent les enfants, ils apprécient beaucoup. Ensuite, comment gérer les émotions contradictoires au sein de la famille, peur, colère, fatigue? Alors, c'est sûr que c'est important, toutes ces émotions qui se mélangent. Euh, L'une des choses importantes, c'est de reconnaître que la maladie provoque de la peur, déjà, parce que il y a des maladies, personne n'aime être malade, et parfois, on a peur de mourir. Parfois, il y a une colère aussi, une colère, pourquoi sur moi que ça tombe. Parfois, il y a une impotence de savoir qu'on est démuni, on ne peut pas faire grand-chose pour que ça change. On a beau tout bien faire, mais la maladie évolue. Et plutôt que de juger les réactions, il est important de les nommer comme leader familial. Donc, tout le monde est inquiet, mais on ne vit pas de la même façon. Donc, le leader ici, c'est donc de pouvoir apaiser le climat pour permettre les décisions justes. Et jusqu'où aller dans l'aide sans s'oublier soi-même. Ça, c'est un point important aussi. Jusqu'où aller dans l'aide sans s'oublier. Donc, c'est de trouver une façon d'aider sans s'effacer. Donc, le leadership responsable inclut le respect de ses propres limites. Il y a des gens qui sont souvent dans des relations d'aide et c'est souvent les parents, mères ou pères d'enfants avec handicap qui sont dans une relation d'aide au point qu'ils oublient de prendre soin d'eux-mêmes et que la maladie se met à les ronger eux-mêmes, une autre maladie, bien sûr. Donc, le leadership responsable, donc, c'est inclure le respect de ses propres limites, savoir dire que je suis fatigué. Il y a même ici au Québec, par exemple, un centre, le répit, pour les familles de personnes malades qui permet à ces familles-là de venir déposer le temps d'un week-end ou une semaine leur patient qui a un handicap lourd pour pouvoir souffler un peu. Donc, est-ce que j'aide ou est-ce que je m'épuise? Donc, en tant que leader, on doit être capable de poser ce type de questions. Est-ce que je soutiens ou est-ce que je prends la place? Donc, il est important de comprendre que tout porter seul, c'est fragiliser la famille et s'oublier n'est pas un acte de leadership. Oser, là aussi, demander de l'aide et partager la charge. Et la dernière question, comment préserver la dignité et l'autonomie de la personne malade tout en restant présent? C'est savoir que même malade, une personne reste humain, digne, capable de ses choix. C'est respecter le rythme de la personne malade, les décisions, les moments de refus. C'est rester présent sans forcer. Et c'est cette bienveillance dont on parlait quand je vous ai parlé de cette matrice-là. Donc la compétence et la bienveillance, vous vous souviendrez toujours de la matrice. Donc, ce cas clinique, qu'est-ce qu'il révèle? Ça montre que le leadership en santé commence souvent à la maison. Il s'exerce sans titre, puisqu'il n'y a pas de diplôme ou de titre par rapport à ça. Il est, par contre, émotionnellement exigeant et il se mesure à la qualité du lien, pas au niveau de l'obéissance. On peut obéir sans être convaincu et on peut être convaincu et obéir, et c'est ce qu'on vise à obtenir. Donc, le message clé, c'est de dire que dans la maladie, le plus grand acte de leadership n'est pas de diriger la vie de l'autre, mais de marcher à ses côtés sans le perdre ni se perdre soi-même. Donc, important de ne pas se perdre soi-même. Et vu qu'il reste quand même un peu de minutes, on va faire le dernier cas. Comme ça, je vais en même temps vous livrer les réponses et puis après, on prendra les dernières questions. Alors, c'est un cas très fréquent. Je l'ai mis dans un contexte d'hôpital, mais on le voit aussi dans d'autres industries. Vous travaillez dans un hôpital où la pression est élevée depuis plusieurs semaines, les équipes sont fatiguées, le climat est tendu, les discussions informelles traduisent une perte progressive de motivation. Vous occupez un rôle de leader reconnu par vos pairs, pas nécessairement par un titre officiel. C'est un peu ce que disait tout à l'heure Eric. Il y a des supérieurs et il y a des inférieurs à vous. Donc, vous êtes un peu un leader intermédiaire. Et un jour, une décision difficile doit être prise rapidement par la direction concernant l'organisation du travail dans les jours à venir. Vous savez déjà deux choses. Par exemple, c'est un exemple, c'est le temps des fêtes. On décide que vous allez travailler pendant les fêtes. Vous savez que
quelle que soit la décision, elle sera mal accueillie par une partie de l'équipe. Vous êtes sollicité non seulement pour votre avis, mais aussi pour porter le message auprès des équipes. Donc, vous êtes un peu le messager. Le problème n'est pas seulement la décision elle-même. Le vrai enjeu est la confiance. Si la décision est mal expliquée ou mal portée, le climat risque de se dégrader durablement. Si elle est bien assumée, elle peut au contraire renforcer la crédibilité du leadership, même dans l'inconfort. Alors, votre rôle, vous êtes appelé à exercer votre leadership dans ce contexte où, un, vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde, deux, vous ne pouvez pas promettre une amélioration immédiate, et trois, vous devez rester cohérent, juste et humain. Votre attitude aura autant d'impact que la décision elle-même. Alors, les questions étaient la suivante. Première question, quelle posture adoptez-vous face à l'équipe? Est-ce que la distance, la transparence, l'empathie, la fermeté? Pourquoi? Alors, vu que le temps est un peu court, on va discuter ensemble. Donc, la première chose, c'est dans un cas comme ça, la posture clé, c'est une combinaison un peu de transparence, d'empathie et de responsabilité. Il faut vraiment éviter la distance. Il faut garder cette empathie, mais en étant transparent et aussi en étant avec une attitude responsable. Vous allez être présent, ne vous cachez pas. Souvent, il y a des gens, quand il y a des mauvaises décisions, ils vont se cacher dans leur bureau, ils envoient un email ou bien ils appellent au téléphone. C'est comme les gens qui veulent se séparer. Quelqu'un décide de larguer son conjoint ou sa conjointe, sa copine ou son copain, il envoie un SMS ou un email. Non, il faut être présent, il faut être visible, accessible. Et aussi, dans le cas présent, il ne faut pas se cacher derrière la direction ni derrière le contexte. Il faut accepter que la décision soit difficile et imparfaite et montrer que vous, en tant qu'individu, vous comprenez l'impact humain de cette décision. Donc, ça se résume en ceci. Donc, le leadership commence aussi par ne pas fuir l'inconfort. C'est dans la grille que je vous montrais. Quand tout va bien, souvenez-vous dans cette diapo, quand tout va bien, tout le monde peut être leader. Mais quand ça va mal et que les choses sont difficiles, c'est là où l'inconfort naît et là, le leadership se manifeste pleinement. Euh, Qu'est-ce qui est le plus important pour vous à ce moment? Être apprécié ou être crédible? Tout le monde, vous pouvez répondre dans la boîte de chat. Qu'est-ce qui est le plus important? Être apprécié par vos équipes ou être crédible à ce moment précis? Tu vois les réponses arriver. Et vous êtes fort, hein? Oui, c'est la crédibilité qui est importante dans cette situation. Chercher à être apprécié serait une erreur. Donc, chercher à plaire, c'est pas ce qu'on veut. Le choix prioritaire, c'est vraiment la crédibilité à long terme, pas la satisfaction immédiate. Il faudra accepter que certaines personnes seront en colère, frustrées. Il faudra éviter, refuser de minimiser la difficulté ou promettre des choses que vous n'allez pas tenir. Il faudra parler avec clarté, honnêteté, cohérence. Un leader crédible peut déplaire temporairement. Un leader qui évite de déplaire perd durablement la confiance. Très important. Troisième question, comment montrez-vous que vous assumez la décision même si elle ne vient pas uniquement de vous? Donc ça, c'est important. Donc il faut que ça apparaisse, que vous êtes en mesure de monter, que vous portez cette responsabilité. Même si ça vient d'un supérieur, il faut l'assumer publiquement. Je ne veux pas dire, ce n'est pas moi, c'est la direction. Non, ça c'est pas, tu te caches derrière la direction, ouais, le faux cul, tout ça. Non, non. Il faut plutôt dire, voici, il y a eu une discussion, il y a eu des confrontations, et voici la décision qui a été prise. Je comprends qu'elle soit difficile. Je suis là pour vous expliquer le pourquoi, pour répondre aux questions et pour traverser cette période avec vous. Donc, on a apporté tous les arguments sur la table, mais la décision finale a été celle-ci. Donc, le leadership, ce n'est pas être l'auteur de la décision, mais c'est aussi être le garant de sa mise en œuvre humaine. Le mot clé ici, c'est humaine. Il faut mettre de l'humanité dans ce type de situation. Et la dernière question, quels mots, quels gestes ou quelles attitudes peuvent préserver la confiance de l'équipe malgré la frustration? Qu'est-ce que vous pouvez écrire dans les commentaires? Quels mots, quels gestes ou quelle attitude pour préserver la confiance de l'équipe? Il reste 3 minutes, on va finir à l'heure. Quels mots, quels gestes ou quelles attitudes peuvent préserver
la confiance de l'équipe malgré la frustration. Alors, l'écoute active l'empathie, ça c'est très bon, ça. La bienveillance, l'empathie, l'écoute active, les mots de reconnaissance. Parfait. Donc, très bon. Donc, il faut structurer votre communication autour de 4 éléments clés, 4 frontières, 4 piliers. Les faits, ce que nous savons, ce que nous ne savons pas encore, ça c'est les faits. Le sens, pourquoi cette décision a été prise, quels critères ont été privilégiés. La reconnaissance, reconnaître la fatigue, la frustration, l'effort déjà fourni, nommer explicitement l'engagement de l'équipe. Et le quatrième élément, c'est la projection vers le futur. C'est qui sera réévalué et quand et comment un réajustement sera possible. Même une mauvaise nouvelle peut être portée avec respect et dignité. Ça, c'est important. Donc, ce cas clinique nous rappelle que un leadership, c'est aussi savoir préserver la confiance malgré la difficulté en posant des gestes concrets comme être disponible après l'annonce, créer des espaces d'expression même cours, protéger l'équipe des discours contradictoires, reconnaître les efforts, on en a parlé, et puis montrer par le comportement que vous aussi, vous traversez la difficulté avec eux, pas au-dessus d'eux, être à vos côtés. Et ce compagnonnage en leadership est crucial. On n'est pas en haut, on n'est pas derrière, on est devant, mais à leur côté. On ne se cache pas derrière eux. Donc, dans un hôpital, c'est ça, le leadership ne consiste pas à trouver la solution parfaite, rendre tout le monde satisfait, éviter les tensions. Ça consiste à décider avec lucidité, assumer avec courage, communiquer avec humanité, préserver la confiance même dans l'inconfort et puis se dire qu'il y aura des moments meilleurs, rester optimiste. Voilà, je pense qu'on a terminé la conférence. Y a-t-il des questions? Question finale. J'espère que je vous ai apporté quelques lumières, quelques éclairages, quelques outils. Et ce que je voulais aussi terminer, parce que j'avais prévu finir avec cette diapo à l'écran, c'était vous dire que, alors je vais juste avancer, les cas cliniques, tout ça c'est les cas cliniques. C'était pour vous dire que votre défi cette semaine, ce sera donc de choisir une action, soit une conversation courageuse, soit un engagement à tenir, soit une excuse à présenter, soit une initiative à lancer. C'est à travers ça que vous allez pouvoir commencer à mettre en pratique ce que vous avez appris. Voilà, merci. Il n'y a pas d'autres questions? Merci beaucoup. Merci à vous, merci Merci à tous. beaucoup. Merci. Et Merci beaucoup, vous docteur. allez recevoir par courriel un lien d'un formulaire d'évaluation comme un sondage pour voir ce que vous avez évalué. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres conférences de l'Académie Santé Sourire. Merci, merci beaucoup. Merci, docteur. Bonne journée. Bye bye, bonne journée. Merci. Ouais. Bye bye.